Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République, Dioncounda Traoré, est attendu dans un peu plus de 3 heures à Bamako. Et déjà, on nous signale du côté de Paris que l'avion du président a décollé de l'aéroport de Paris-Bourget à 13h30, heure de Paris. Avant son décollage, le président Dioncounda Traoré a accordé une interview à notre correspondant permanent à Paris. Il se dit heureux de rentrer au pays et invite les Maliens il se dit heureux de rentrer au pays. Il dit avoir pardonné à ses agresseurs et demande aux Maliens d'en faire autant pour l'unité nationale. Dioncounda Traoré est au micro de Makanfin Konati. Du Mali, je suis très heureux de retrouver ce pays que j'aime tant, de retrouver le peuple malien, ce peuple si courageux qui traverse des moments extrêmement difficiles. Donc je rentre animé d'un sentiment de détermination à apporter ma contribution à la solution de la crise que nous traversons. Donc très heureux. Monsieur le Président, vous êtes attendu. Beaucoup d'espoirs sont fondés en vous, les Maliens, la communauté internationale, surtout les populations du Nord. Est-ce que cela vous inquiète, Monsieur le Président? Bon, cela ne m'inquiète pas outre mesure parce que je sais que je suis attendu, mais je sais également que je peux compter sur l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour m'aider à accomplir cette mission extrêmement difficile qui est la mienne. Je ne suis pas un magicien, ce n'est pas par un coup de baguette magique que je vais changer les choses du jour au lendemain. Mais je suis très confiant et je sais que le peuple malien uni trouvera toujours les ressorts nécessaires. Monsieur le Président, vous avez déjà dit vous pardonnez à ceux qui vous ont agressé et vous rentrez après 2 mois de convalescence. Dans quel esprit avez-vous décidé de pardonner à vos agresseurs? Bon, je pense qu'il y a toujours des moments d'égarement, des moments de folie, des moments comme ceux que je connais qui arrivent dans la vie d'un pays, qui arrivent dans la vie d'un homme. Je pense qu'il ne sert à rien de ressasser de la rancœur ou de l'amertume. Et je crois que les hommes ont plus à gagner à se pardonner, à s'aimer, plutôt que de se haïr et d'en arriver à la violence. Les événements qui sont arrivés le 21 mai, j'ai dit, moi je pardonne à ceux qui m'ont agressé. Voilà le président Dioncounda Traoré, dont l'avion a déjà décollé de Paris. Il est attendu ici à 16h20 à l'occasion donc de son retour. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou ce vendredi 27 juillet 2012 les membres des corps constitués désignés ci-après à 16h, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, le corps diplomatique accrédité au Mali, le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major des armées et directeur des services centraux, le gouverneur du district de Bamako, le maire du district de Bamako, le maire de la commune 4 et 3 représentants par confession religieuse. L'atterrissage de l'avion présidentiel est prévu pour 16h20. Le bureau de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, vient d'informer les autorités maliennes de la mise en place effective d'un compte spécial pour la sauvegarde du patrimoine mondial au Mali. Ce compte est destiné à accompagner notre pays dans les efforts de protection du bien Tombouctou et du tombeau des Askia à Gao. En raison du conflit dans les régions nord de notre pays, ces sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO font l'objet de destruction par des groupes armés sans foi ni loi. À Tombouctou, 9 mausolées sur les 16 classés sont concernés. La mise en place de ce fonds spécial fait suite à la décision de l'UNESCO
d'inscrire le bien Tombouctou et le tombeau des Askia sur la liste du patrimoine mondial en péril lors de la 36e session du comité du patrimoine mondial tenue à Saint-Pétersbourg du 24 au 6 juillet 2012, à laquelle a participé le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, Diallo Fadimatouri. Ici, chez nous, la coalition pour le Mali a lancé officiellement ses activités. Actualité oblige, la situation des populations du Nord était au centre de la cérémonie de lancement. Quelle mobilisation nationale pour quelle solution de sortie de crise? C'est à cette question que les membres de la coalition ont essayé de répondre. Le compte-rendu, c'est avec Alpha Maïga. Le pays traverse aujourd'hui une crise. L'heure est à la recherche de solutions. La coalition pour le Mali, c'est une nouvelle association qui vient de voir le jour dans le seul but d'apporter sa contribution. D'où cette cérémonie pour lancer officiellement ses activités. Aujourd'hui, la question du nord du Mali est une question nationale et centrale. Elle doit mobiliser tous les pays sans aucune considération de région ou de communauté. Dans notre action, nous accompagnons les autorités du Mali et ses partenaires pour une restauration définitive et durable de la paix dans le pays. La résolution de la crise, la solution de la crise doivent rester dans nos mains. Ce qui suppose une forte volonté politique nationale d'un Mali dont le drapeau ne sera pas mis en berne, d'un Mali qui ne s'éclisse pas quand on parle de lui et dont la voix doit être entendue et écoutée chaque fois que nos voisins et nos partenaires qui courent fraternellement à notre secours se pencheront sur notre cas. Je souhaite que la coalition réussisse, qu'elle forme un bloc, ce bloc que j'attends, ce bloc que je souhaite, ce bloc que je veux de toute mon âme, qu'on puisse faire face aux problèmes du Nord. Véritable rencontre citoyenne, l'opportunité a été saisie par les organisateurs pour présenter la feuille de route de la coalition. Une feuille de route axée sur 7 points, parmi lesquels la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation. Il y a ensuite des pistes de sortie de crise en impliquant toutes les communautés. Une feuille de route pour la récupération rapide des régions du Nord, elle est du Coran et a été présentée hier au cours d'une rencontre que le collectif a organisée. Les échanges ont porté sur la résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les conclusions de la rencontre tenue à Ouaga le 7 juillet dernier. Timogo Sagara. Au cours de cette rencontre, les participants vont échanger sur 3 documents intitulés la résolution 2056 adoptée le 5 juillet 2012 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les conclusions de la 2e réunion du groupe de contact tenu à Ouagadougou le 7 juillet 2012 et les relevés des tâches du mini-sommet du groupe de contact des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali. Depuis 2 semaines, rien de concret. Aucune action concrète n'est faite. Parce que le gouvernement seul ne peut pas mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la réunion de Ouagadougou. La mise en œuvre de ces recommandations implique aussi les forces vives. La rencontre vise l'élaboration d'une feuille de route pour la récupération rapide des régions occupées depuis 4 mois. La communauté internationale, la communauté ouest-africaine, l'Union africaine posent comme condition la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est réellement la mise en place de ces conditions nécessaires pour que la communauté internationale puisse nous appuyer afin donc de libérer les 2 tiers du territoire national. Selon le Coran, les conclusions de cette rencontre seront mises à la disposition du gouvernement du Mali, de la CEDEAO et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, les combats ont repris dans l'Est entre le M23 et l'armée congolaise qui a d'ailleurs été déployée autour de Goma. 220 000 civils ont déjà fui les combats pour les pays voisins. Les tirs de mortier retentissent juste derrière eux. Rien d'autre à faire que fuir.
Les affrontements ont repris mardi dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à face, les rebelles du mouvement du 23 mars et les soldats congolais soutenus par la mission de l'ONU. L'ennemi a été repoussé et il a subi d'énormes pertes. Et jusqu'à maintenant, il y a des combats qui se poursuivent dans la zone de Rutshuru et Kiwanja. Et pour l'instant, les forces de la République se comportent à merveille et surtout qui tiennent compte de la protection des civils qui sont les plus vulnérables pendant les périodes pareilles. Les civils, 220 000, ont déjà fui l'est du pays. Ils vont vers le nord, vers Rumangabo, ou vers le sud, dans les villages à l'entrée de Goma. Il y avait beaucoup de tirs à Rugari. En brousse, nous avons vu beaucoup de gens fuir et les soldats les recherchaient. C'est pour ça qu'on est parti. 30 000 personnes ont préféré quitter le pays pour se réfugier en Ouganda et au Rwanda. Les ONG font ce qu'elles peuvent pour leur venir en aide. Ces gens n'ont aucun moyen de s'en sortir. Ils ont tout laissé derrière eux au Congo. Nous avons entendu parler de quelqu'un qui a dû abandonner 70 têtes de bétail. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont aucun accès à la terre. Le Rwanda a déjà très peu de terres disponibles pour sa population. Les réfugiés ne savent pas quand ils pourront regagner leur village. Les affrontements entre le M23 et l'armée congolaise durent depuis le mois de mai. Ils avaient connu une petite accalmie ces 15 derniers jours. Et l'actualité dans le monde en bref nous fait faire un tour en Espagne, précisément en Catalogne, où les feux qui ont causé d'énormes dégâts ont finalement été maîtrisés. Nous sommes le jour J des JO, les Jeux Olympiques de Londres, et les scandales ne manquent pas. Ils vont du dopage aux propos xénophobes de cet athlète grec qui a d'ailleurs été sanctionné par le comité olympique de son pays. Soulagement en Catalogne, la vie reprend après l'incendie meurtrier qui a transformé en cendres des milliers d'hectares de végétation. Les pompiers travaillent toujours à l'extinction des derniers foyers. Désolation à perte de vue, sols calcinés, arbres et habitations brûlés. Pendant 3 jours, 1500 personnes, pompiers, militaires et gardes forestiers, ont lutté sans relâche, appuyés par des hélicoptères et des Canadair espagnols et français. Le ministre équatorien des Affaires étrangères a annoncé que l'Équateur répondra à la demande d'asile formulée par Julian Assange après les Jeux Olympiques. Le fondateur de Wikileaks est réfugié dans l'ambassade équatorienne à Londres depuis le 19 juin. L'Équateur souhaite que sa décision n'affectera pas les relations entre les deux pays. C'est le juge Garzón qui va diriger la défense d'Assange. Les médailles de la 30e Olympiade ne sont pas encore distribuées, que le CIO doit faire face à quelques cas de dopage, à des scandales ou des erreurs. Lors de la rencontre Corée du Nord-Colombie, le drapeau incrusté sur l'écran est celui de la Corée du Sud. Une insulte pour les footballeuses du Nord. Autre scandale, celui de la triple sauteuse grecque Oula Papachristou, coupable d'un tweet stupide et raciste, exclu par son propre comité. Voilà les JO qui sont donc lancés aujourd'hui à 20h heure GMT. Le dossier du jour s'intéresse à l'utilisation du gaz butane dans le ménage. Il est indispensable en ce mois de carême, surtout pour le petit déjeuner qui se prend très tôt. Actuellement, les petites et grandes bonbonnes de gaz se vendent comme de petits pains. Un tour en ville nous a permis de constater que le marché est bien approvisionné. Nyanya Liu Traoré. C'est dans les années 80 que le gaz butane a fait son apparition dans les ménages à Bamako. Et depuis, les Bamakoises ne peuvent plus s'en passer car le gaz est très économique et il a considérablement atténué les tâches domestiques. Le gaz est fait un peu de faire habitude là. Ça vous garde quand il est après mon la fia. Arrête fait un sol valeur ou samia. Tout samia est là. Logo est à jalente, charbon jalente. Niveau que vous menez fika faut qu'il y ait du carré qu'on a. Soit fait un qui vient à mener. Le gaz, c'est plus rapide, c'est plus efficace aussi. Je conseille aux gens pour utiliser le gaz. Dugujɛ mana kɛ cogo o cogo n'i ye gazi bila a la yɔrɔnin kelen dɔrɔn i bɛ tila i bɛ bɛn n'i ka suguri ko ye logo ko t'a la saribɔn ko t'a la
k'a fɔ n'an ka lɔgɔ mɛnɛ k'an ka baaraw kɛ n'o ko tɛ gaz yɛrɛ kɔni a nana musow de lafiyali kama nafaba de bɛ gaz la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Le prix, bon, pour l'instant, ça a augmenté un peu. Parce que hier, j'ai pris 12 kg de gaz ici à 8500. Or, d'habitude, on le prend à 8000, le 12 kg. Sur le marché, le gaz butane se vend en détail. Il y a la bouteille de 2,75 kg, la bouteille moyenne de 6 kg très prisée par les ménagères et la grande bouteille de 12 kg. Pour une consommation annuelle nationale de 12 000 tonnes, on assiste à une floraison de sociétés fournisseurs de gaz butane, parmi lesquelles on retrouve Faso Gaz et Kuma Gaz. Ça nous fait, je crois, 2 ans d'activité réelle. Pour que le gaz, bon, je pourrais vous dire toutes les raisons environnementales et tout, mais il faut avouer quand même que c'est un secteur assez porteur au Mali, vu que la plupart des gens dans ce pays consomment plutôt le charbon et le bois. Donc on s'est dit que ça peut être une alternative crédible. Non seulement le monde même va vers une protection de l'environnement, et puis vous remarquerez que depuis quelque temps, tous les efforts que le SILS a eu à faire et le gouvernement même du Mali à travers la MADER pour pouvoir trouver des solutions à la protection de l'environnement. Ces grandes sociétés de distribution tirent profit du commerce de gaz. Cependant, ils déplorent quelques difficultés de trésorerie. Les prix sont réglementés par l'État. Bien entendu, les prix diffèrent d'un opérateur à l'autre en fonction de ses charges, pas mal de choses d'autres. Mais le prix de cession finale est de 2500. L'État prend en charge des quotes-parts pour permettre aux gens de pouvoir consommer ce produit de manière assez facilement. Mais j'avoue que c'est ce qui explique en partie aussi les difficultés que les sociétés de gaz ont, parce que le décalage de trésorerie que ça crée est dû au fait que l'État prend en charge une partie de la consommation. Et vu que cette partie n'est pas payée très souvent, très tôt, donc ça crée un trou de trésorerie qui nous amène souvent à ne pas pouvoir assurer correctement l'approvisionnement du pays. À côté de ces grandes sociétés, les revendeurs tirent aussi leur épingle du jeu, surtout en ce mois de Ramadan. C'est le cas de Djakari Djadambele et Bonkana Maïka. Oui, ça va avec le mois de Karam, Dieu merci. Par jour, on peut vendre 7 à 10 bouteilles, 2500 la bouteille. Moi, je tire profit, bon, tout à fait normal. Ok. Mais gaji feere a mɛnna a bɛ san dama dama bɔ bon ni singalo sera a bɛ marché dɔɔni mais ni singalo tɛ yen marché bɛ jɔ dɔɔni quoi an ka client ka ca yɛrɛ surtout muso kunda. Les femmes sont les grandes utilisatrices du gaz butane. Cependant, nombre d'entre elles déplorent non seulement le coût de la bonbonne, mais aussi et surtout les dangers liés à son utilisation. Masa ni y'a minɛ ni y'a faga i bɛ hakili to a la ni ma faga kosɛbɛ n'a gazi bɛ bɔ ni ɲinana dɔw nana k'a b'a minɛ o b'a sɔrɔ gazi bɛ tiɲɛni kɛ o yɔrɔ ne kɔni b'o fɔ k'o gɛlɛya. C'est bien, c'est dangereux aussi par rapport à l'utilisation, surtout les femmes qui ne savent pas manipuler les gaz. Les conditions de garder les gaz à côté où je ne sais pas. Il y a des endroits où il faut garder, il y a des endroits où il ne faut pas garder. Il peut avoir des conséquences néfastes. On bɛ gazi san 500 dɛ ne kɔni ne b'a ɲini u fɛ n'u sera ka dɔ bɔ gazi sɔngɔ la fantan ni fama bɛɛ dama ka kɛɲɛ la quoi parce que gazi nafa min b'a la a tɛ se ka fɔ ka ban mais n'i y'a ye bɛɛ tɛ se k'a san a kɛmɛ a sarizeli wari yɛrɛ ye 500 a ka ca o ka dɔ b'a la fantanw bɛɛ k'a sɔrɔ. La régulation des prix du gaz est du domaine de l'Office national des produits pétroliers ONAP. Pour avoir d'amples informations, nous avons fait un tour à la direction générale de l'ONAP. Là-bas, le directeur général adjoint, Ibrahima Dansoko, nous précise qu'à la date du 20 juillet, soit 17 jours de consommation, le marché du gaz est bien approvisionné. Les prix subventionnés sont compris entre 1150 francs CFA pour la bouteille de 2,75 kg et 2500 francs CFA pour la bouteille de 6 kg. Notons que le gaz butane a de beaux jours devant lui dans notre pays. À ses côtés arrivent timidement d'autres instruments d'énergie renouvelable comme le cuiseur solaire.
Voilà, le gaz bien indispensable pour le ménage, mais attention en ce qui concerne les enfants. Nous allons parler de sport avec le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Il est depuis dimanche à Bamako. Patrice Carteron a dévoilé ses ambitions pour l'équipe nationale au cours d'un point de presse animé hier. Le technicien français veut surtout maintenir la progression de l'équipe et qualifier le Mali à la CAN et à la Coupe du Monde. Khalifa Nama Traoré. De l'AS CAN, équipe évoluant en national, soit la 3e division en France, en passant par la modeste formation de Dijon, qu'il a fait monter en Ligue 1 pour la première fois en 2011-2012, avant de connaître le purgatoire. Et aujourd'hui, à la tête de la sélection malienne, Patrice Carteron a fait un très grand bond dans sa jeune carrière d'entraîneur. Le technicien français, qui aura 42 ans lundi prochain, entend faire de son inexpérience un atout. Oui, effectivement, je manque d'expérience au niveau international. Maintenant, l'expérience, on se la forge, on se la crée. Tant qu'on n'a pas été en poste, on ne risque pas d'avoir d'expérience. Je pense que parfois aussi, le mode de fonctionnement qu'on peut mettre en place peut faire en sorte qu'on gagne des années d'expérience. Il suffit de s'ouvrir aux gens, il suffit de voir autour de vous les personnes qui peuvent vous apporter une connaissance rapide justement de ce qu'il y a à prendre au niveau du football malien. Et puis après, il y a une question de détermination. Moi, j'ai très envie d'avoir des résultats avec la sélection et je pense que cette envie, parfois, elle peut être égale, voire supérieure à des années d'expérience. Patrice Carteron reconnaît que le défi est énorme et compte se mettre à l'œuvre pour maintenir la bonne flamme de la CAN 2012. J'ai fait le choix d'être présent ici à Bamako de manière permanente. Je suis heureux d'être à côté de Pathé Diallo qui a assuré un intérim de qualité. Ce sera également un grand plaisir pour moi de travailler à ses côtés pendant mon séjour ici au Mali. Et écoutez, pour terminer, c'est vraiment un honneur pour moi de représenter le pays au niveau du football. C'est un défi formidable. Et je donnerai vraiment le meilleur de moi-même pour faire en sorte que la progression de la sélection, qui est en cours depuis plusieurs mois, continue pour aller chercher quelque chose de très beau. L'objectif, comme je viens de le dire, c'est surtout de maintenir et de continuer la progression de l'équipe nationale, à savoir bien évidemment se qualifier contre le Botswana pour vivre une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations et après atteindre au minimum les demi-finales de cette compétition pour la faire aussi bien qu'à la dernière CAN, voire mieux. Et dans les mois qui suivront, chercher une première qualification pour la Coupe du Monde au Brésil. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et de l'Olympique lyonnais a certes de bonnes intentions. Il lui reste de les confirmer sur le terrain avec d'abord la double confrontation contre le Botswana comme examen de passage en vue de la CAN 2013 avant la suite de la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Beaucoup de courage à ce nouveau entraîneur et à notre équipe de football. Voilà, je vous rappelle que le président de la République, Dioncounda Traoré, regagne Bamako aujourd'hui après plus de 2 mois passés à Paris pour des soins. L'accueil, les dispositions sécuritaires prises, le moral du président de la République. Tous ces détails vous seront donnés dans notre édition du soir. Une présentation de Ndeye Sissoko. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, demain à 13h.